sur Europe 1 et je vous invite à la colorer au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. Le 39 21 est le numéro qui est le vôtre si vous souhaitez intervenir à l'antenne. À l'autre bout du fil, Paul et Jeanne sont là pour vous accueillir et vous rassurer. Et c'est Philippe Chartier qui signe la réalisation de l'émission ce soir également. Et bien sûr, j'attends vos messages, que ce soit par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21. N'oubliez pas vos SMS de les commencer par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Colline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous entends mal comme tout là. Vous êtes sur un portable ou parce que il n'y avait pas de souci là. On vous passe en priorité parce que vous devez vous lever tôt. Là, vous m'entendez mieux ? Oui, ça va mieux là. C'est peut-être un petit problème de réseau. Essayez de pas trop bouger. Vous êtes là ? Non, on a perdu Colline, hein, c'est bien ce qui me semblait. On va accueillir, je pense, Amandine et on va voir avec Colline ce qui se passe parce que c'est un petit problème de réseau. Dommage parce que je crois qu'elle doit se lever à 4 heures et c'est pour ça qu'on l'a passée en priorité. Enfin, on va voir. Bonsoir Amandine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. On m'entend correctement ? Oui, il n'y a pas de souci. Ah bah oui, j'espère, attendez. Non, c'est une fois c'est bon là. Alors, oui, ça devrait aller. Oui. D'accord, très bien. Je vous appelle Caroline parce que j'ai un petit souci amoureux. Et d'habitude, j'ai toujours de bons conseils autour de moi. Oui. Mais là, tout le monde est complètement perdu et ne sait pas quoi me répondre. Donc, comme j'ai beaucoup de mal à dormir en ce moment, je me suis dit que vous seriez peut-être la bonne personne à qui appeler. J'espère pouvoir vous aider un peu. Et vous avez du mal à dormir justement parce que ça vous préoccupe ou vous pensez à cette histoire ? Je suis très très sensible, très fragile et ça se voit pas trop, mais oui, ça me chagrine beaucoup parce que il y a des sentiments et que je ne comprends pas la personne. J'ai beaucoup de mal quand je n'ai pas de réponse à mes questions. Pourtant, je suis très observatrice, etc. Mais là, je ne comprends pas la personne avec qui je suis, ou alors est-ce que je suis aveuglée par mes sentiments, et qui fait que je ne me rends pas compte que je suis à côté de la plaque. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous pourriez éventuellement être à côté de la plaque ? Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette relation ? Oui. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ? Pourquoi ça vous remue autant ? Vous voyez ? En fait, peut-être on va commencer par ça. Oui. Quand j'ai rencontré cette personne, je pense m'être peut-être mise trop rapidement. Beaucoup de gens me disent que je me suis mise rapidement en couple après une rupture amoureuse qui avait duré 3 ans et qui s'était terminée d'une manière assez chaotique, due à une différence de culture, de religion, de mode de pensée, etc. Et donc j'ai été très très chagrinée et physiquement très très affaiblie. Donc la rupture date du 9 septembre et je me suis investie énormément dans mon travail, à en perdre ma santé vraiment. Je me suis relancée dans des études alors que j'en ai absolument pas besoin, pour me prouver des choses, etc. Et puis pour m'occuper l'esprit. C'est pas mal, je trouve, finalement, plutôt que de rester à déprimer, au moins vous lanciez dans quelque chose de plutôt constructif. Oui, j'avais déjà vécu une rupture et c'est vrai que souvent on passe des heures à pleurer auprès des copines et ça fait pas revenir le garçon. Je me suis dit il faut que je transforme cette énergie en quelque chose de positif. Oui. Donc c'est très bien, sauf que c'est très bien. Donc j'allais beaucoup à la salle de sport qui est près de mon lieu de travail et je crois 2 mois après la rupture, j'ai commencé à retrouver un équilibre en tant que fille célibataire. Et je me suis dit c'est très bien. Je pense qu'il faut pas que je me remette en couple. Il faut pas que je me remette en couple rapidement. Il faut pas que je cherche quelqu'un qui puisse réparer quelque chose qui en moi, etc. Et donc un jour, je parlais avec une amie qui me disait, tu sais, Amandine, tu sors jamais, tu peux pas rencontrer quelqu'un, ça va pas venir comme ça sur un plateau. Tu sors vraiment pas à part la salle de sport et le travail. Tu peux pas rencontrer quelqu'un. Je lui dis non, écoute, je suis pas forcément intéressée, mais c'est vrai que j'aimerais pas être seule, j'ai 29 ans, bon. Et donc un jour ma prof de sport me dit, on en parle, et puis elle me dit, écoute Amandine, il faut que je te parle parce que tu as tapé dans l'œil d'un garçon au cours de sport. Alors je suis quelqu'un d'extrêmement discret, oui. Bon. Donc même si c'était peut-être trop tôt, je ne sais pas. Après je pense pas qu'il y ait de règles. Non. Je me suis lancée dans cette relation amoureuse. Donc on a été boire un café, je me suis dit oui, de toute façon,
je ne sortirai pas avec ce garçon, etc. Mais c'est vrai que la discussion a été fort intéressante et j'ai vite abordé les sujets qui fâchent. Je lui ai dit que j'ai ma confession religieuse, voilà, je lui ai dit rapidement, sans vouloir parler de mon ex-relation, mais vous avez voilà, parlé de votre confession religieuse d'emblée. Oui. Parce que c'est très important pour vous. C'est parce que ça avait posé problème avec l'autre homme. Ça a été, oui. En fait, si vous voulez, mon ex-petite amie était athée, mais était vraiment dans le sens pas athée ouvert, mais athée vraiment anti-religieux, où il me disait, écoute, moi je veux t'épouser, mais mes enfants, je veux même pas que le mot Dieu soit prononcé à la maison. Donc voilà, après, moi je respecte tout à fait. D'accord, mais je veux dire, je respecte tout à fait. On a tous, moi je sais que c'est lié à mon éducation, on a tous des, voilà. Alors bon, c'est vrai que parce que moi je voulais. Oui, mais enfin c'était excessif aussi dans un sens, pour même pas pouvoir aborder, en parler. Bon après. Oui, voilà. Et puis bon, après, il y avait des soucis par rapport. Bon, la famille commençait à accepter, mais moi c'était aussi. Bon, bref, c'est toujours un peu compliqué. Mais en fait, moi je suis très contradictoire comme personne dans le sens où j'aimerais quelqu'un qui ait ma confession religieuse ou qui puisse accepter le fait que j'éduque mes enfants dans ma confession religieuse. Donc, vous êtes catholique? Non, je suis musulmane. Ah, vous êtes musulmane. Mauvaise pioche alors. Mais enfin, bon, peu importe. Non, mais de toute façon, voilà, vous êtes croyante en tout cas. Voilà, en tout cas, voilà, je pratique. Enfin, je pratique comme je peux. Après, voilà. Et mais bon, il y a des choses comme ça qui sont importantes pour moi. Je pense surtout quand on parle de construire une famille, etc. Et donc voilà, comme la relation, en fait, on s'est quitté alors qu'on s'aimait avec mon ex-petite amie, où on était fou amoureux, mais lui me disait, mais je pourrais pas faire ma vie avec toi, je préfère perdre la femme de ma vie. Voilà la phrase qu'il m'a dit qui était terrible, hein. Mais je préfère perdre la femme de ma vie qu'être croyant. C'est même pas être musulman. Il me dit, tu m'aurais demandé d'être catholique, ça m'aurait aussi dérangé. Je ne peux pas dire oui, que lui je suis croyant, était athée fondamentalement et assez... Et voilà, il n'acceptait pas. Donc moi, on s'est quitté dans très radical. Un grand respect. J'ai complètement compris, je n'avais pas à lui imposer quoi que ce soit, donc voilà. Et donc j'ai abordé ce sujet-là avec ce sujet-là, je l'ai dit rapidement parce que je pense que c'est un sujet qui est très lourd, mais qui est sérieux, qui est intime. Oui, mais enfin, c'est curieux pour le coup de l'aborder lors d'une première rencontre. Enfin, c'est votre prof de gym qui vous dit. Il m'a proposé de l'alcool, et donc je lui ai dit que je n'en buvais vraiment pas jamais, quoi. Donc il m'a posé la question, il m'a dit bon. D'accord. Et bon voilà, puis bon, il m'a demandé parce que en fait, ma mère est française, mon père est d'origine arabe, donc puis j'ai pas du tout le physique, voilà, je suis pas typée. Oui. Du coup, il s'est demandé, il a dit pour rire, et je lui ai dit non, effectivement, je suis comme ça, etc. Puis, bon, il avait pas l'air interpellé. Oui, c'était sur ce mode-là, parce que vous expliquez pourquoi vous ne preniez pas d'alcool, quoi. D'accord. Oui, voilà. Et je pense que c'est important aussi d'en parler d'une manière pas grave, quoi. Voilà, je pense que dans la vie, quand on veut que les choses soient simples, elles peuvent l'être. Oui. C'est ma devise, et voilà. Et donc voilà, on s'est lancé dans cette relation, et c'était magique, c'était... Lui, il me voyait comme la femme parfaite. Bon, comme toute relation, au début, souvent, c'est ça. Oui, il était sous le charme, lui. Il était complètement totalement, séduit. Il me dit, voilà, c'est vraiment... moi, je cherchais une femme sérieuse, qui a un bon travail. Bon, c'est un peu bizarre ce qu'il disait. Bon, il est d'origine italienne, donc qui n'ait pas trop de copines, qui ne sort pas trop. Je trouve ça super que tu sois comme ça. Bon, après, je me dis, bon, très bien. Après, moi, c'est ma personnalité. Mais bon, c'était un petit peu, voilà. Et donc, voilà, et au fur et à mesure... il a commencé à avoir des comportements extrêmement égoïstes. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je m'énervais parce qu'il ne répondait pas, ou je disais, attends, tu peux quand même répondre, on n'est pas des enfants, etc. Il me punissait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne me parlait pas pendant 3 jours parce que j'étais chiante. Genre, écoute, je te parle pas, tu me saoules, voilà. Donc je dis, donc tu vas fuir à chaque fois que je t'énerve, c'est quand même pas très constructif, quoi. Et alors, au bout de 3 jours, il revient? Qu'est-ce que c'est lui qui reprend finalement, qui décide souvent, à parler là, à nouveau? Je vais vous dire, en 8 mois, je crois que je l'ai quitté 5 fois, en lui disant tu dégages de chez moi. Bon, je suis très entière, donc tu dégages de chez moi parce que je venais souvent chez moi. Tu dégages de chez moi, c'est fini. Et là, par exemple, l'avant-dernière fois, en fait, je suis rentrée de voyage aux États-Unis et il est venu me chercher et je lui ai dit, bon, je veux pas prendre le train, etc. Ça me ferait plaisir que tu viennes me chercher. Bon, j'aurais bien voulu qu'il le fasse de lui-même. Et vous voyez, je vous donne des exemples. Oui, il vous l'a pas proposé. Il n'est pas venu. Il a pas proposé. Je lui ai dit, voilà, pas du tout. Ces genres d'exemples. Je lui ai dit, bon, quitte à que je te paye l'essence. À peine je suis arrivée, il m'a dit, j'ai pas d'essence. Ça clignote, hein. Ça clignote. Je me dis, en plus, il gagne très très bien sa vie. Hein.
me suis dit, dans ma tête, je me dis, je vais me faire 13 heures de vol. J'ai quasiment pas dormi. Je dis, c'est une plaisanterie. Donc, il met l'essence et puis il attend, il me regarde, genre, bon, bah, t'as dit que t'allais payer, donc va payer. Je me suis dit, bon, calme-toi. C'est incroyable, oui, Voilà. enfin, c'est presque, c'est presque de la provocation. Il est radin, il est très radin. Non, il fait pas, je vous assure, il fait absolument pas exprès parce que j'en ai rediscuté. Il a fait 45 minutes de trajet pour venir me chercher à l'aéroport. Il m'a dit, oh là là, j'ai faim et j'ai soif. Et devant moi, il s'est pris à manger et à boire et il m'a ouvert la voiture de loin en me disant, bah vas-y, va t'installer. Je me suis dit, c'est charmant les retrouvailles. Non mais au-delà, c'est ça. Vous en plus vous étiez fatiguée, mais enfin vous étiez pas vue depuis un petit moment. J'avais tellement envie de le voir. Voilà, moi je suis une grande amoureuse. Oui, mais c'était pas réciproque, visiblement. Bah écoutez, lui, il me dit qu'il était content, mais que je l'avais saoulé parce que je râlais. Donc voilà, et puis donc après je. Oui, enfin il manifeste pas l'enthousiasme débordant. Hein. Non, pas du tout. Et après, je lui dis, écoute, tu me déposes à la prochaine gare, je fais le reste du trajet toute seule. J'étais en larmes. Oui, t'arrêtes de pleurer, c'est pas possible, tu es dans des états. Finalement, il m'a dit, je te dépose où je veux, etc. Il m'a déposé devant chez moi, mais j'étais épuisée, je vous assure. Il a lancé la valise. Il a lancé la valise en dehors de... Enfin voilà, il a sorti du coffre et il est parti. Voilà, il m'a même pas monté la valise, qui était énorme en plus. Enfin bref. Et moi, en fait, il est complètement, enfin, je veux dire, oui, non, mais c'est, enfin, les exemples que vous me donnez, c'est affligeant, je trouve, ce comportement. C'est pas le comportement, c'est pas le comportement de quelqu'un d'amoureux, hein. Bah, c'est ce que enfin, c'est même pas quelqu'un, au-delà de quelqu'un d'amoureux, de quelqu'un de poli, déjà, vous voyez. Alors, normalement, enfin, de quelqu'un qui a... c'est ce que, voilà, il n'a aucun savoir-vivre. Donc après, ça pose question parce que parfois, il y a des gens qui sont très personnels, très égoïstes, mais quand ils sont amoureux, surtout dans les premiers temps, bon, ils arrivent un peu à surpasser. Mais alors là, franchement, c'est, comme vous dites, c'est une absence totale de. Il est très incorrect. De la manière dont tu me traites. Et il me dit, oh bah là, si t'avais vu les relations avant, moi, dès que ça me saoulait, je l'ai quitté. Oh bah je dis, écoute, c'est très intéressant. Ah bah si en plus il revendique et qu'il en est fier, qu'est-ce que vous voulez? Mais la question c'est pourquoi vous acceptez d'être traité comme ça? Parce que c'est quand même c'est incroyable. Pourtant, je vous assure, j'ai beaucoup de caractère. Enfin, je me laisse pas faire, je crois, j'entends. Mais là, je suis très amoureuse. Enfin, le début était vraiment, était super. Non, mais le début, ça fait 8 mois que vous êtes ensemble, donc si c'est les 3 premiers jours où c'est génial, vous voyez. Parce que les moments où ça se passe bien, il est super. Il va me dire je t'aime. Il va se montrer très galant. Ah bon, donc oui, mais alors c'est d'autant plus préoccupant. C'est qui sait l'être. Donc quand il se comporte comme ça, voilà, tu me saoules, enfin. C'est n'importe quoi. Ou alors il se comporte comme un petit macho. Il a eu une réaction qui était positive où j'ai réussi à le faire. En fait, il a dû m'arriver un malheur parce qu'une semaine après cet incident, j'ai pas eu de nouvelles pendant une semaine. Donc imaginez-moi avec ma sensibilité, je me suis j'ai quasiment rien mangé en une semaine. Enfin, je mangeais, je crois, une pomme, etc. J'ai perdu des kilos, anémie, etc. Et j'ai fait un malaise en pleine rue. J'ai terminé aux urgences. Ils m'ont gardée et je lui ai demandé de venir me chercher à l'hôpital. J'ai appelé 25 fois. Il n'a jamais répondu. J'étais en larmes, je lui ai dit, j'étais à l'hôpital, je voudrais juste qu'on discute, je ne comprends pas. Il me dit non, j'ai rien à te dire. Je dis, mais tu te rends compte, je suis quand même à l'hôpital. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Tu viens pas, tu ne m'aimes pas, Pierre. Finalement, j'ai insisté, il est venu me voir, on a discuté. Et je lui ai dit, voilà comment tu me traites, voilà ce que tu as fait quand je suis revenue des États-Unis, voilà comment tu réagis. C'est pas de l'amour, je ne pense que tu n'aimes pas. Et là, il était blême en me disant, tu sais, je crois que je me rends vraiment pas compte. Je dis, ça s'appelle être un goujat et pas avoir de... Oui. Je lui dis, c'est très grave. Oui, c'est grave, s'il se rend pas compte de son comportement. Je lui dis, c'est grave, et moi, c'est terrible pour moi parce que j'ai l'impression d'être une fille, vous savez, les filles insupportables, enfin, le cliché de la fille insupportable qui est jamais contente de rien, etc. Et donc, voilà, il y a eu le déclic. Alors, je suis désolée, il m'invite à un super resto, enfin, bref, plein de bonnes intentions, un bouquet de roses, enfin... Je me dis super, il a le déclic. Arrive son anniversaire. Alors juste que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que je suis devenue dingue. Donc son anniversaire, je le fais dormir chez moi la veille. Enfin, je le fais dormir. Enfin, il est venu chez moi la veille et le matin. Oui. Non, mais j'écoute. Ouais. Bon, ok. Et je me dis bon, je vais le traiter comme j'aimerais qu'on me traite pour mon anniversaire. Je vais lui faire plaisir la journée, c'est sa journée. Bon, pourtant il méritait pas trop, mais bon, voilà. Après, ouais. Le matin, je lui dis, il faisait super beau. Je lui dis, viens, on va dans la grande place de notre ville où c'est magnifique. On était sur une terrasse.
petit déjeuner, etc. Et je lui dis, bon, le soir, dis-moi juste quel est ton restaurant préféré et je réserve. Il me dit, c'est ça, etc. Je réserve, etc. Et je lui dis, écoute, je sais que, parce que je lui ai fait plusieurs fois des cadeaux, qu'il m'a dit de ramener au magasin. Parce qu'il n'aimait pas. Bon, il est très cash, mais bon, j'ai trouvé ça très mal poli, mais bon, après, voilà. Mais qu'est-ce qu'il est grossier. Il accumule. Il est très grossier, je vous assure. Et pourtant, il a un physique de rêve. Et il y a un décalage total entre ce qu'il représente et voilà. Et je lui dis, écoute, comme ça fait plusieurs fois que je t'offre, par exemple, j'ai offert un massage, quand il est revenu du massage, il m'a dit, j'ai pas aimé, c'était nul. J'ai payé 90 € Oh là là, mais enfin, enfin. Je me tais pour le moment, j'écoute, mais c'est incroyable. Oui. Alors, attendez, là, c'était la totale. Et donc, j'avais été, j'avais fait plusieurs voyages dans le mois, donc j'ai un salaire correct, mais bon, après, on fait tous attention, voilà. Et je lui dis, écoute, je t'ai acheté une carte cadeau, Galerie Lafayette, etc. Bon, il me dit, j'y suis allée, mais il n'y a rien qui me plaît, alors bon, je suis un peu embêtée. Bon, je me dis, bon... En Galerie Lafayette, il trouve rien, lui. Il n'y a rien qui lui plaît, non, enfin, c'est juste le temple de la consommation, mais... Voilà, c'est ça. Non. Je veux une paire de baskets, tel machin, enfin bref, tel modèle, ne t'aide pas. Donc, je lui dis, écoute, c'est pas grave, la carte, je vais la garder pour moi, ou voilà. Je lui dis, écoute, on se retrouve cet après-midi, moi j'ai un rendez-vous, on ira en centre-ville, et puis tu choisiras ton cadeau, et ce sera, voilà. Et puis pour rigoler, il me dit, tu vas raquer, hein. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est son humour, après chacun son humour. Je me suis dit, si tu veux, c'est ton anniversaire, il n'y a pas de souci. On fait les magasins, et là, il m'emmène dans un magasin que maintenant je le connais très bien, mais voilà. Il me dit, ça va, t'aimes bien cette paire de baskets? Oui, on va à la caisse. Bon, moi, je m'attends, je sais pas, une paire de baskets en toile, voilà. Le monsieur me dit, ça sera 199 €, madame. Je me dis, mon Dieu, il a même pas demandé s'il y avait assez, oui, etc. Oui, c'est ça, si c'était pour vous, si c'était pas trop onéreux, voilà. Rien, il s'en fiche. Et lui me regarde, voilà. Oui. Mais c'est un enfant gâté, il se comporte comme un sale gosse. Gâté. Voilà. Et quelques jours après mon anniversaire, je me dis, bon, c'est pas grave, il va me faire plaisir. Jour de mon anniversaire, qui est le 9 juin, qui est un jour férié, où il fait 35 degrés dans ma ville. Il n'avait rien préparé. Donc, il est arrivé avec un bouquet de roses qui était magnifique, ça m'a fait plaisir. Et après, pour vous dire l'humour bizarre. Et vous savez, ils vendent pour les enfants des sortes de plantes qui sont en forme de patates. Et où on fait pousser l'herbe sur leur tête et ça fait des cheveux. Une sorte de Monsieur Patate. Oui, Monsieur Patate, oui. Oui, je connais Monsieur Patate. Et voilà ton cadeau. Alors bon, ça aurait été drôle s'il y avait un très beau cadeau. S'il y avait autre chose derrière, voilà. Dire voilà, on rigole 5 minutes. Non, c'est pas ton cadeau, c'est pour ton chat. Bon, je me suis dit, c'est très drôle. Bon, je me suis dit, Amandine, sois polie. J'avais jamais remarqué, c'est de l'herbe à chat sur la tête de Monsieur Patate? Non. Je me suis dit, c'est bien, mon chat, je savais pas qu'il avait... Il va prendre son petit arrosoir. Voilà, c'est bien, oui. Et voilà, on va se promener dans un parc. C'était un message subliminal. Oui, je sais pas. Et alors, finalement on se promène et je lui dis, écoute, je sais que ça se fait pas et je suis pas du tout du genre là, mais j'ai pas de cadeau d'anniversaire ou c'était Monsieur Patate ou c'était une blague. Il me dit, non, j'ai pas de cadeau, je savais pas quoi t'acheter. Et puis je voulais faire les magasins, tu m'as dit non tout à l'heure sur le chemin. Et je dis c'est un jour férié, Pierre. Enfin, il me dit attends c'est bon, je verrai. Alors je me suis énervée, je lui dis écoute Pierre, ça fait 7 mois, et je lui dis voilà, enfin 7-8 mois. Je lui dis qu'est-ce que tu m'as fait est-ce que tu m'as déjà montré ou fait une preuve d'amour qui soit purement altruiste et qui ne t'inclut pas dans le cadeau ou quelque chose rien que pour me faire plaisir. Il me dit je sors avec toi. Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis, mais c'est pas un mais cadeau. On a l'impression, c'est caricature. Enfin, vous avez... Oui. Bon, quand vous me dites que vous cherchez à comprendre cet homme, je m'interroge. C'est-à-dire que, parce que vous en parlez finalement, vous donnez, vous multipliez les exemples. Finalement, vous semblez même à certains moments, avec une certaine distance, presque en rire, tellement c'est caricatural. C'en est caricatural. Oui, c'en est, tant mieux que ça vous fasse pas trop souffrir, c'en est caricatural. Mais, il y a pas grand-chose à comprendre, si ce n'est que, oui, il se comporte comme un petit macho de base, qui tout lui est dû et qui se comporte. Voilà, mais enfin, la question est, et c'est la question que je vous poserai, il y a pas pourquoi vous supportez tout ça. Ça, franchement, parce que là, je trouve que la coupe est pleine. Franchement, la coupe est pleine. Et si vos amis ne vous disent pas, avec les exemples que vous donnez dans cette relation, vous m'avez dit vos amis ne savent pas quoi en penser.
Alors effectivement, cet homme, on pourrait dire, les qualificatifs ne le. Oui, mais alors ça pose question. Hein. Franchement, tomber amoureuse de quelqu'un qui vous, pour le coup, la religion, elle passe très très en arrière-plan. Quelqu'un qui vous traite de la sorte. Il m'a dit on n'en parle pas. Je dis mais qu'est-ce que tu veux qu'on en parle ? Il vous traite, enfin c'est. Il se comporte comme tout lui est dû. Il est odieux. Bon voilà, je vais y résumer parce qu'on va pas les noms d'oiseaux énumérer. Il est odieux avec vous. Et vous. Bon, ça semble presque. Enfin, vous semblez vous amuser de ces comportements odieux, alors que, vous voyez, c'est là où moi je m'interroge. J'ai très belle estime de moi, et c'est sûr qu'après. Bon, il va pas vous aider à la restaurer, hein, en tout cas. Et juste là, le dernier, l'avant-dernière. Non, parce que je crois non, parce que, enfin, c'est suffisamment éloquent. Amandine. Et voyez, pourquoi au fond, même, je trouve que ça vous déprécie. Même quand ça vous dévalorise, enfin de donner cet exemple. Il n'accepte pas. Enfin, non, mais c'est il pas ne l'avoue pas. Mais non, mais Amandine. C'est terrible. Non, mais Amandine, non. Il faut pas. Non, il faut. Alors là, il faut vraiment être très pragmatique là. C'est pas qu'il vous accepte pas, c'est qu'il ne vous aime pas. Et je ne pense pas qu'il sache aimer cet homme. Il se comporte très mal avec vous, mais je pense qu'il doit se comporter très mal comme ça avec les femmes. Il se comporte comme un petit, le petit macho de base à qui tout est dû. Et c'est tellement énorme. Enfin, on pourrait dire si c'était du 4e degré, ça pourrait être drôle. Mais enfin, le cadeau, c'est d'être avec lui. Bon, c'est vraiment pas un cadeau, ce gars-là, hein. Donc, si vous voulez, c'est même pas qu'il accepte pas ce que vous êtes et qu'il vous fait passer pour une emmerdeuse ou je ne sais quoi. C'est que il se comporte, il multiplie les exemples. C'en est même, je trouve, presque comme de la provocation, comme peuvent faire parfois les petits enfants qui poussent les parents à bout. Et vous restez à essayer de comprendre pourquoi, comment. Non, à un moment, j'ai envie de vous dire, il faut vous réveiller là, Amandine. Vous êtes face à un homme qui se comporte vraiment de façon odieuse. Voilà, il faut à un moment arrêter. Et j'ai voulu arrêter le 21 juin. Il faut arrêter. Il faut y aller. Non, je pars pas. Oui. Je lui ai dit, mais toi et moi, ça marchera pas. Il m'a dit, non, je ne pars pas. Je t'aime. Oui, écoutez, il faut il vous aime très mal. Et en fait, non. Il sait pas ce que c'est aimer. Puis enfin, c'est pas à lui. Qu'est-ce que c'est que là aussi, je pars pas. Vous voyez, vous n'existez pas dans l'histoire. Il se fiche complètement de votre avis, de ce que vous pouvez éprouver, ressentir. C'est pas le problème. Il est complètement égocentrique. Il est bon. Mais à la limite, j'ai pas trop autant envie de parler de lui. C'est de vous. Il y a quelque chose là. Il faut vraiment vous interroger. Pourquoi vous acceptez ça? Et arrêtez surtout de chercher à vous interroger le pourquoi du comment. Pourquoi cet homme? Enfin, il multiplie les exemples pour être le plus odieux possible avec vous. Et vous acceptez. Oui. Là, en fait, je l'ai quitté dimanche. Il ne donne pas de nouvelles. Je lui ai dit, en plus, j'ai envoyé un message gentil parce que voilà. Je lui ai dit, écoute, je te souhaite de trouver quelqu'un qui te donnera envie de changer et je te souhaite d'avoir une vie plus paisible, d'être apaisé dans ta vie. Et il m'a répondu seulement là, en fait, ce soir. C'est pour ça que j'ai décidé de vous appeler. Je ne sais pas pourquoi, 4 jours après, en me disant, bonjour, je te souhaite. En fait, je lui avais dit que voilà, parce qu'il m'avait menti en me disant qu'il allait quelque part chez son oncle et finalement il était chez lui parce qu'il avait sa voiture. Et je lui ai dit, bon voilà, et j'ai marqué PS, et j'espère que tu trouveras aussi quelqu'un qui te donnera envie d'arrêter de mentir et de dire que tu es parti alors que voilà, le mensonge ne sert à rien. Et il m'a répondu, je ne t'ai pas menti, je n'ai pas fait le mort, j'étais tout simplement tranquillement chez moi. PS, toi aussi, je te souhaite de trouver quelqu'un qui te comprendra mieux. Bon, et je me dis, pourquoi il me répond 4 jours après ? C'est ça qui me rend dingue. Mais parce qu'il était, Amandine, parce qu'il était tranquillement chez lui et que lui, la vie continue et qu'il n'est pas dans la préoccupation de vous comme vous l'êtes de lui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cet homme... Et pourquoi il me répond alors s'il s'en fiche de moi? Pourquoi il me répond au bout de 4 jours? Il pourrait très bien ne pas répondre. Mais parce que il y a un côté, effectivement, il peut chercher un peu, après tout, il pourrait revenir aussi. Pour mesurer l'emprise qu'il a, pas par amour, pour mesurer l'emprise qu'il a sur vous. Parce que je me demande et je me force vraiment à pas contacter, mais là, je crois que vraiment, là, il faut profiter de l'été pour ne pas. Il faut arrêter de lui répondre, parce que vous êtes vous relancez quelque chose, vous n'êtes pas du tout sur la longueur d'onde. Ou alors, si vous voulez, à un moment, si vous cherchez une relation où vous allez encore plus vous piétiner l'image que vous avez de vous-même, vous avez trouvé l'homme qu'il vous faut. Ouais.
Il est parfait pour ça. Alors, à un moment, vous voyez, il faut que vous repreniez un petit peu. Non, mais vous le savez au fond de vous. Hein. Au fond de vous, vous le savez. Oui. Vous le savez. Et je pense que vos amis vous ménagent. Trop, je pense, là d'ailleurs. Ils veulent pas vous dire, mais enfin, c'est pas ça l'amour. C'est pas ça. Pourquoi il me dit je t'aime alors ? Je ne comprends pas. Mais parce que c'est des mots. C'est des mots. Ça peut être que des mots. Et, enfin, ce qui compte, c'est la façon aussi dont la personne se comporte. Il y a des personnes qui ont du mal à dire des mots d'amour, mais qui l'expriment, où tout leur être est tendu vers ça. Là, oui, vous dites je t'aime, mais comme il pourrait dire, je vais prendre une bière, j'adore le foot, ou j'ai envie de toi. Enfin voilà, c'est comme ça. Mais si vous laissez, vous voyez, c'est que vous vous accrochez à quelque chose qui est vraiment un mirage. Hein, Oui, je me suis dit, en fait, moi, ce qui est débile, je me suis dit, je vais vraiment le quitter en lui disant, écoute, cette fois-ci, je ne reviendrai pas, c'est ce que j'ai fait. Oui, je me suis dit, bon, voilà, là, c'est vraiment l'occasion, je vais peut-être ouvrir les yeux. S'il ne revient pas et qu'il ne me recontacte pas, voilà, au moins, je sais que ces je t'aime sont vraiment, ne veulent rien dire. Et là, comme une imbécile, pas comme une imbécile, faut que j'arrête de dire ça, pardon de moi, mais je veux dire, bon, après, c'est humain. Non, mais vous recevez un message, ça vous relance. Mais c'est là où, effectivement, il a une part. Il m'a relancé. Oui, mais il risque de vous relancer. Mais il a un côté aussi. Il joue au chat ou à la souris. Il a un côté. Oui, il y a un fond manipulateur derrière. Il y a un fond. Il a de l'emprise sur vous, mais. Lui, il mène sa vie, il mène sa barque. Et vous, comme vous dites, ça vous rend malade, vous mangez pas. Et c'est là, il faut arrêter. Pour vous dire qu'il est pervers jusqu'au bout. Non, mais peu importe. Je vous crois. Mais à un moment, arrêtons de parler de lui, revenez à vous. Revenez à vous. Vous vous perdez là. Vous noyez dans cette relation. Complètement. Alors, je vais vous lire des messages qui arrivent, des auditeurs. Il y en a beaucoup qui arrivent. Pour vous, il y a Angie qui dit aucune empathie, il a aucune empathie pour vous, et dire je t'aime, ça suffit pas. Ce sont les actes qui comptent avant tout. Feuille d'érable dit mais arrêtez de vous demander pourquoi. Il vous faut avancer sans lui, parce que cette relation là, elle ne mène nulle part. Et quelqu'un dit d'ailleurs le masochisme a ses limites. Et il est, en tout cas, il est incapable d'aimer. Vous ne pouvez que, à un moment, vous fuir. C'est ce que dit Mappy Flower. Elle dit fuyez et vite. Beaucoup de gens se demandent comment vous pouvez perdre autant de temps avec cet homme. Et puis quelqu'un me dit comment est-il possible de ne pas voir que cette relation est vouée à l'échec. Il n'y a rien à en attendre de bon pour Amandine, si ce n'est de la frustration et de l'absence de réciprocité. L'amour, le véritable, engendre désir de rendre l'autre heureux. Vous voyez, il y a une dimension quand même, il y a aucune générosité là-dedans. Il y a aucune générosité. Il joue. Lui, ça presque ça l'amuse de vous voir, peut-être d'ailleurs dépendante ou. Oui, parce que là, je lui ai répondu, je lui ai dit, par contre, j'ai des bijoux chez toi, j'aimerais les récupérer en main propre. Bon, vous savez, après, voilà. Vous cherchez de toutes les façons à maintenir un lien. On voit bien. Oui, le moindre message, il pourrait vous dire salut, vous envoyez un SMS en disant salut, ça va, ça y est, vous y verriez un signe. Et vous relanceriez. Totalement. Donc, à un moment, il va falloir, n'oubliez pas qu'au départ, c'était cet homme qui vous courait après. Oui, c'est vrai. Il vous courait après cet homme, hein. C'est la prof de gym, elle vient me voir et vous étiez complètement. Vous avez vu comment la tendance s'est inversée, et ça interroge. Je ne sais pas ce que s'est passé dans vos histoires d'amour précédentes, et je pense que à l'inverse, si moi j'ai pas le même ressenti que vous quand vous me dites cette histoire d'amour, peut-être que c'est parce que vous êtes passé d'une histoire d'amour à une autre, peut-être que si vous avez pu investir, vous lancer dans des projets, c'est aussi parce qu'au fond, cette histoire d'amour, vous en aviez déjà pris de la distance, la précédente. Maintenant, ça interroge sur qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez à un homme qui vous fait du mal, et bon, il y a quelque chose à voir, oui, du côté de l'image que vous avez de vous-même. Mais en tout cas, avec lui, il n'y a rien à attendre. Vous perdez, il n'y a rien à attendre. Je peux pas être plus claire là, Amandine. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Et c'est vrai que peut-être, à ce moment-là, si vous avez l'impression que dans vos histoires, vous vous laissez piétiner, il n'y a pas d'autre mot, ça vaut la peine de vous pencher un peu là-dessus. Et les différences après de culture, de religion et autres, finalement,
c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Vous mettez ça en avant pour dire non, t'accroches pas, on être trop différents, c'est pas possible. Mais au fond, c'est que peut-être vous avez très peur parce que vous basculez dans une dépendance terrible après. Hein. Alors que au départ, cet homme, il vous courait après, il était fou de vous. Oui. Oui, totalement. Enfin, fou de vous. Ça veut pas dire qu'il vous aimait, il vous désirait, vous lui plaisiez, c'est lui qui était très demandeur. Et aujourd'hui, c'est vous qui courez, qui quémandez des miettes. Et lui s'amuse à vous lancer de loin, comme ça, quelques petits signes. Et donc, je crains pour vous qu'il vous relance, parce qu'il est possible, hein. Ça va lui passer par la tête un soir, tiens, je vais appeler Amandine, je vais lui envoyer un petit texto, et paf, c'est reparti. Donc, moi, j'espère pour vous que cette période, peut-être de l'été, je sais pas si vous envisagez un peu de partir, de vous éloigner, physiquement, ça compte aussi. Et à ce moment-là, quand vous dites, vous voulez une réponse, vous voulez finalement vous faire aimer à tout prix, comme si cet homme. Mais au fond, cet homme, il vous conforte dans la mauvaise image que vous avez de vous-même. Et vous vous accrochez à ça. Et c'est pour ça que vous vous accrochez à. Il vous renvoie inconsciemment ce que vous attendez, dire il faut en faire des tonnes et des tonnes pour être aimé. Pourquoi pensez-vous ça? Vous voyez, comme si pour avoir un peu d'amour, il faudrait que vous déployiez une énergie phénoménale. Mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça. Ça, ce sont vos croyances. Donc, penchez-vous là-dessus plutôt que sur son fonctionnement à lui. D'accord. D'accord. Vraiment. Merci beaucoup, Caroline. Bon courage, Amandine. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Alors, le témoignage d'Amandine vous fait énormément réagir, hein, hommes et femmes confondus. Les hommes, les garçons, vous êtes un peu énervés et ça se comprend aussi. Il y a Xavier qui dit « Quand je vois la difficulté de faire une belle rencontre et comment certains la gâchent, quel dommage. » Il y a Yvan qui dit « Vous savez, Amandine, votre chat, il vous aime plus que cet homme. Hein. C'est certainement, c'est pas faux. » Il y a Olivier qui dit « Mais enfin, Amandine, il y a tellement de mecs bien. Pourquoi vous accrochez à ce connard ?» Voilà, ce sont les mots d'Olivier. Il y a Laure qui dit « Mais aimer, c'est avant tout faire le bonheur, vouloir le bonheur de l'autre. » Et puis Amanda qui nous écoute, qui est en Corse, qui dit « Il faut pas accepter l'inacceptable et savoir partir sans se retourner parce que franchement, là, vous êtes en train de vous détruire. » Lily, elle dit « Moi, j'aimerais bien laisser mon numéro à Amandine si vous le souhaitez, si elle veut m'appeler ce soir parce que je sens chez elle un grand besoin de parler. » Et puis Anna dit oui. Monsieur immature, à l'abri des épreuves de la vie, cherche à trouver sa valeur à travers la souffrance ou le mépris qu'il peut infliger. Soyez forte et pensez à vos valeurs. C'est bien vu. Il y a quelqu'un qui dit attention parce qu'il est en train de vous déstructurer avec beaucoup de cynisme et de délectation. Voilà, un peu toutes vos réactions et merci de réagir comme vous le faites. Là, beaucoup de messages SMS au 7 39 21. Il y a Violaine qui dit il essaie de voir jusqu'où il peut aller trop loin. Amandine part vraiment son temps avec ce garçon. Fuyez, direz Prune. Eh oui, un petit clin d'œil amical à Prune de la part de Violaine. Et on accueille maintenant, on va retrouver Colline et j'espère que cette fois-ci ça va marcher avec votre portable. Ça va, vous avez pris le fixe? Bonsoir Colline. Non, en fait, je suis sortie dehors, je suis devant un cimetière, là. Bon, je ne sais pas si ça augure de notre échange téléphonique, j'espère pas. Je suis tranquille. Bon, voilà, au moins vous êtes tranquille, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, vous n'allez pas être dérangé par les voisins. Mais j'allais dire sortie dehors par cette chaude nuit d'été, c'est plutôt agréable. Ah oui, c'est très agréable. Il y a un air frais, c'est très agréable. Tant mieux. Donc, je vous appelais Caroline. Déjà, je voulais faire une petite parenthèse. C'est ce que j'avais commencé à dire avant que nous soyons coupés. Je suis très heureuse de vous entendre. Je vous écoute depuis 1999 et j'étais vraiment au fond du trou. Depuis les débuts, oui. Oui. Et vraiment, votre voix, les éditeurs, tout ça, je faisais une dépression nerveuse. C'était la seule chose qui illuminait mes journées et ça m'a fait vraiment du bien, quoi. Voilà, je tenais à vous dire ça. Merci, ça me touche beaucoup. Mais c'est sincère. Et vous allez mieux aujourd'hui? Ah, mais nettement mieux, oui, bon. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous téléphone parce que j'ai rencontré quelqu'un il y a 1 mois et demi à peu près. On a discuté auparavant pendant 1 mois sur un site de rencontre. Oui. Ça s'est très bien passé, des bons échanges, une harmonie, un échange, ça tiltait tout de suite, quoi.
Et puis on a pris notre temps, on n'a pas précipité les choses, on s'est échangé nos numéros et on a pris rendez-vous. Et le rendez-vous s'est super bien passé. Et j'ai la fâcheuse d'arriver en retard. Donc à chaque fois au rendez-vous, je suis arrivée en retard. Il me l'a reproché. Attention, mais je suis pas du tout. J'arrive toujours en retard. Je vais parler, je vais me faire. Il y a des moments, Amandine, où je vous perds complètement. Colline. Je suis désolée, mais il y a des moments où je vous perds à nouveau. J'ai pas le réseau. Hein. Il y a un souci. J'entends parfois un mot sur 3, quoi. Là, c'est mieux. Bah oui, mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir se parler parce que c'est vrai que si je vous entends pas, je vois pas comment je vais pouvoir, voyez. Donc essayez de pas bouger. Et, vous êtes dans un coin où ça passe très mal. Là. Ça arrive encore. Non. Et là, c'est un peu mieux là. Parlez-moi et je vais vous dire. Ouais. Je vais vous dire. Donc vous arriviez en retard au rendez-vous. Voilà, et ça, il m'en a fait le reproche assez souvent. Il m'a même dit la prochaine fois que t'es en retard, je m'en vais, je t'attends plus. Et oui, il le prenait comme un affront finalement, comme si c'était contre lui. Alors que vous êtes souvent en retard, Je suis toujours en retard, j'ai pas le sens de l'orientation, je me paume, ça vient de mon passé, enfin bon voilà. Puis je m'angoisse quand je suis en train de me préparer, je deviens vite angoissée, donc je fais n'importe quoi, je reviens sur des trucs, mais bon ça je lui ai pas dit. Et puis donc ce qui s'est passé... je suis allée chez lui une fois, je devais aller manger, c'était pas prévu. J'ai des gros problèmes d'argent, j'ai vendu des bijoux pour aller Colline, j'ai perdu. Il y en a. Non, j'ai perdu. Je vous ai complètement perdu là pendant un temps, Colline. Ça va pas être possible. Hein. On peut pas. Je suis désolée, mais là, je perds des pans entiers de. Donc. Ouais, c'est embêtant. Vous n'avez pas de ligne fixe? Non, j'ai pas de ligne fixe. Non. Bon, écoutez, on va voir. Alors, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que par moment, je perds des phrases entières, donc je peux pas vous écouter. Vous voyez, à la radio, c'est vraiment très compliqué. Et est-ce que il y a peut-être un endroit où vous pouvez faire des essais où ça passe mieux et où on pourra se parler, je l'espère, vous voyez, parce que là c'est je peux pas poursuivre comme ça, donc ne raccrochez pas. Jeanne va vous reprendre, vous allez voir aussi avec Fifi hors antenne, et qu'on trouve un moyen un autre soir. En tout cas, on vous passera en priorité si la liaison évidemment est audible. À bientôt, j'espère, Colline. Désolée, hein. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21. 34 centimes la minute. C'est dommage, mais c'est vrai que là, on avait vraiment un problème de réseau. J'espère qu'on pourra entendre Colline un prochain soir. Des réactions encore pour Amandine, la première auditrice. Quelqu'un me dit tout simplement touchée par Amandine. Elle mérite vraiment plus que cette quête destructrice. C'est une belle personne qui mérite une belle rencontre. Moi aussi, j'aimerais pouvoir échanger avec elle. D'autant plus que son humour et sa belle voix ne me laissent pas indifférent. Vous n'avez pas laissé votre numéro de téléphone, donc si vous nous le laissez, on le transmettra bien volontiers. Et puis Chaudron de la Barque, ça fait plaisir. On le lit à nouveau, il est plus disponible, c'est l'été et il est présent, Chaudron de la Barque. Il dit, mais qu'attendez-vous de ce prometteur de mauvais jours qui tient plus du goujat que de l'amoureux transi? Votre prince navrant ne vous apportera rien de bon et vous faites preuve d'une incroyable patience envers ce monsieur qui vous fait payer ses sautes d'humeur comme un garçon aux culottes courtes privé de dessert. Demandez-vous simplement si cette relation contribue ou non à votre épanouissement. Peut-être que la réécoute du podcast vous aidera à prendre la mesure du décalage entre votre désir et la réalité. Et on va accueillir Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Depuis des années, avec mon époux, nous vous écoutons et aujourd'hui j'ai quand même pris le téléphone. Oui. Voilà. Vous avez envie de me parler un peu de votre parcours et d'un message d'espoir, je crois. Voilà, un message d'espoir surtout. Bon, comme j'ai dit à Jeanne, je suis malade alcoolique abstinente depuis maintenant 14 ans. Et je le dois à un centre dans lequel je suis allée. Un centre dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est fabuleux. C'est un centre où on est accueilli d'abord... il faut y aller de son propre gré. Il y a une lettre de motivation à faire qui est étudiée, voir si on peut y rentrer ou pas. Oui. Et ensuite, le séjour se passe durant 3 mois pleins.
Et c'est un centre avec une équipe thérapeutique, y compris la personne qui est à l'accueil, qui sont entièrement au courant de cette maladie, qui ont fait des études pour cela, et qui est dirigée par un médecin-chef, qui est psychiatre aussi en addictologie. Et vraiment, je voulais donner un espoir à toutes ces personnes malades, et aussi, ce qui est très souvent amené à entendre dans la libre antenne, oui. C'est surtout l'entourage. L'entourage qui ne comprend pas. L'entourage je sais pas si c'est qui ne comprend pas, oui, qui est très, très désemparé. Voilà, très désemparé, et ça se comprend, parce que c'est une maladie tellement complexe que, c'est très difficile à comprendre et à accepter que ce soit une maladie. Et là, dans ce centre, ils ont fait maintenant, parce que nous y allons régulièrement, pour tout vous dire. C'est un bonheur d'y retourner, de donner notre témoignage à tous les patients qui sont là. Ah, vous y allez maintenant pour témoigner de votre parcours auprès des personnes qui sont dans ce centre. Tout à fait. C'est ça, ça fait partie aussi de ce qui est proposé comme prise en charge. Non, mon mari et moi, nous y allons parce que je trouve que je dois beaucoup à toute cette équipe médicale. Bien que le médecin-chef dit que c'est surtout à nous que tout revient, mais moi je dis non, parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans un établissement médical et hospitalier. Nous entrons dans ce centre, tout l'intérieur, comme je le disais à Jeanne, tous les couloirs, ce sont des rues. Ce sont des rues. Ah bon? Ils donnent des noms de rues au couloir? Voilà, et toutes les chambres portent un numéro, et dans ces couloirs, il y a des bancs publics, des fontaines, des arbres. Tout a été très pensé pour que vous vous trouviez comme dans un village, enfin quelque chose de très chaleureux, un endroit où un lieu familier, un lieu agréable. Très familier, oui. Et la journée commence le matin. On arrive déjà là, si on prend des antidépresseurs ou autres, eux, ils font l'abolition de tous ces antidépresseurs. C'est une thérapie, on suit une thérapie sans médicaments. Oui, c'est-à-dire que, alors ça veut dire que quelqu'un qui serait sous antidépresseur doit arrêter son traitement? On l'arrête là-bas au centre, c'est le médecin qui... Oui, progressivement, évidemment, oui, c'est ça. Progressivement. Et par rapport au sevrage, parce que il y a des médicaments qui sont donnés pour le sevrage physique, où ça a dû être fait en amont? Ça ne se fait pas dans ce centre? Si, ça se fait dans ce centre aussi, mais disons que si la personne a fait un sevrage, comme moi j'ai fait en psychiatrie avant, parce que Dieu sait si j'en ai fait des centres et des hôpitaux psychiatriques, on rentre directement de l'hôpital psychiatrique dans ce centre. Ça fait le relais. D'accord, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un sevrage qui s'est passé, et là c'est une poursuite, c'est comme une convalescence. Voilà, ça s'appelle, de toute façon, c'est un centre de soins de suite et de réadaptation. D'accord, je comprends. En addictologie, oui. Oui, il y a tout un projet pédagogique, une équipe très impliquée, très motivée. Très impliquée, tout diplômée, hein. C'est préférable, remarquez, dans ce genre de structure quand même. Des cours vraiment spécifiques. Et comment vous en aviez eu connaissance? C'était dans l'hôpital psychiatrique? C'était un médecin qui vous avait donné leurs coordonnées? Est-ce qu'il y a d'autres structures qui fonctionnent comme ça, sur ce mode-là ou... Comme là, non. Non? Et c'est né de qui a eu ce projet comme ça, parce que c'est le qui est à l'origine de ce projet? Ça je peux pas vous le dire. Non. Non. Alors C'était la première fois que vous étiez, vous, hospitalisé dans où vous aviez déjà fait des cures, J'avais malheureusement fait X cures, maintenant je sais plus combien. Et ça s'est trouvé que, c'était des cures d'un mois ou 15 jours, mais ça n'a rien à voir. Et mon psychiatre me parlait toujours de ce centre qui n'est pas très vieux, hein. Il a ouvert ses portes en 1999. D'accord, il se trouve dans quelle région? Parce qu'on peut pas faire de... C'est un établissement privé ou public? Public, parce que c'est pris en charge par la sécurité sociale. D'accord. Et certaines mutuelles. D'accord. Oui, pour autant, on peut pas donner le nom effectivement à l'antenne parce qu'on n'a pas à faire de publicité, mais enfin, c'est important de savoir. Je trouve que
vous parliez des familles, l'entourage qui est souvent très démuni, en disant, en parlant de quelqu'un qui leur est proche, qui leur est cher, qui a fait plusieurs cures, plusieurs essais, puis à chaque fois ça se solde par des échecs. C'est intéressant de voir que parfois, voilà, là ça a été une rencontre avec une structure, une équipe éducative où vous êtes senti prise en charge. D'ailleurs, vous dites vous y retournez avec votre mari. C'est-à-dire votre mari a ce problème-là également, avait ce problème-là où il vous accompagne en tant qu'époux, en tant qu'aidant aussi. Il a eu ce problème d'entourage comme beaucoup. D'entourage, oui. Lui ne souffrait pas d'alcoolisme. Ah non, du tout, non. D'accord. Lui, il a souffert donc de tout ce que ça comporte avec cette maladie et puis des maladresses qu'il a pu commettre. Et un jour, nous étions passés dans ce centre et il en a parlé aux médecins qui me suivaient pour dire le désarroi par moment qu'il pouvait avoir et les maladresses qu'il avait commises, ne sachant pas que c'était une maladie, qu'on n'avait rien expliqué. Et maintenant, de ce fait, ils ont fait une lettre à l'entourage qui comporte 3 pages et qui donne à l'entourage pour qu'ils comprennent mieux et qu'ils puissent mieux soutenir leurs malades. Et justement, les conjoints ou les parents ou des proches peuvent être impliqués. Il y a des réunions, il y a quelque chose de prévu au-delà de cette lettre Oui, il y a surtout une écoute téléphonique le mercredi après-midi. D'accord. C'est anonyme et les gens peuvent parler de leurs problèmes. De leurs problèmes que cela rencontre. Oui, c'est ça, des difficultés qu'elle rencontre avec la personne qui s'alcoolise et peut-être comment trouver l'attitude la plus juste, la plus adaptée. Jeanne me disait que hors antenne, quand vous aviez appelé, vous aviez dit qu'il y avait également une crèche dans ce centre. Oui, parce que il y a des mamans, des jeunes mamans. Quand on va là, ça touche tout le monde, ça touche tout le monde. Et il y a des jeunes mamans ou des papas, même qui ont leurs enfants. S'ils ont des bébés de 6 mois à 6 ans, là, il y a une crèche. Moi, j'habitais en face de la crèche. Comme je dis, j'étais au 18 rue des Enfants et la crèche était en face de ma chambre. Et là, il y a des puéricultrices qui s'occupent des bébés et qui s'occupent des bébés et les enfants qui sont en âge. Et les enfants qui sont en âge scolaire, le centre les emmène à l'école du village. D'accord. Vont les rechercher le midi, ils les ramènent le soir si les parents veulent qu'ils mangent au centre ou pas. Et tout ça est pris en charge par le centre. Oui, ça c'est très important parce qu'il y a justement pour des parents, la difficulté parfois c'est de dire qu'ils ne peuvent pas se séparer de leur enfant, que c'est compliqué à qui le confier. Donc c'est formidable qu'ils aient pensé aussi à faire cet accueil-là. Une jolie crèche et ceux qui vont à l'école sont conduits par... Oui, c'est un projet très pensé, très réfléchi, certainement. Ça serait intéressant de savoir, qui en est à l'origine et comment ça s'est mis en place. Mais vous savez, ils m'ont donné une plaquette, parce que j'ai dit que j'allais vous en parler. Ils m'ont donné une plaquette et la fameuse lettre à l'entourage que je peux vous envoyer. Ah oui, avec plaisir. Et vous verrez l'intérieur des locaux, intérieur-extérieur. Alors, le système, ce centre fonctionne avec les patients. Il y a des ateliers thérapeutiques où l'on parle donc en travaillant. Parce qu'il y a la lingerie, la maintenance, la confection, le restaurant, il y a un chef cuisinier plus des patients qui font la brigade. Il y a du personnel de salle pour le restaurant, où on est servi à l'assiette. Il y a aussi le jardinage, parce qu'ils font les potages et les légumes eux-mêmes. Il y a tout un système de travail. Donc on se lève le matin, après le petit déjeuner, on doit être propre, habillé, maquillé et tout pour les femmes pour aller prendre le petit déjeuner. Après ça, on fait notre journée de travail. Comme si on allait travailler à l'extérieur. Et il y a possibilité d'aller, donc vous dites c'est sur des séjours de 3 mois, c'est ça, on y va. Oui. Et ça peut être renouvelé s'il y a rechute, oui. Et évidemment, tout cela, ça veut dire que quand on est dans le hospitalisé, dans ce centre, ça suppose d'être abstinent. Si quelqu'un déroge à ça, ça peut arriver qu'il y ait une transgression. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une exclusion? Je vais vous dire, après le travail, nous sommes dans le centre, mais on peut sortir du centre. Aller se promener à pied, par exemple, dans le village voisin ou le village. Et si par mégarde, quelqu'un rentre et qu'on s'aperçoit que malheureusement, il a bu 1 ou 2 verres, on l'accompagne à la chambre, on lui fait faire ses valises, on le remet dehors. Ça, c'est clair. C'est une rupture de contrat. Oui. Il y a Yvan qui me dit
que des établissements similaires existeraient au Canada. Mais au Canada, ils sont très en pointe, en tout cas pour beaucoup de choses, que ce soit par rapport toute la prise en charge des violences faites aux enfants, la violence, l'aide aux victimes. Alors c'est pas dans le même registre, mais c'est vrai qu'ils sont par rapport à l'accompagnement, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Vraiment. Mais là, c'est vrai qu'il y a vraiment une prise en charge globale, c'est-à-dire qu'on s'occupe évidemment de l'aspect physique de la maladie, la dimension psychique, et puis aussi socialement, c'est-à-dire c'est important d'avoir un projet, peut-être de repartir de là avec un projet de vie aussi. C'est pour ça que ça s'inscrit dans la durée d'ailleurs, parce que si quelqu'un repart, mais qui retrouve sa vie d'avant bourrée de problèmes, ou le fait qu'il a pas de boulot, pas de projet et autres, il peut replonger. Ah oui. Mais là, maintenant, ils ont mis aussi sur pied des stages de formation. Eh oui, c'est ça. Ils y vont 5 matinées par semaine. Ils vont apprendre ou se réinsérer pour un nouveau métier ou pour faire un stage. Et ils ressortent avec quelque chose dans les mains, maintenant. Et alors vous y allez comme d'autres, peut-être c'est vous qui avez proposé d'aller avec votre mari, peut-être rencontrer les personnes qui y sont actuellement pour parler de votre vécu? Ou c'est l'équipe qui vous a proposé? Comment ça s'est fait? Non, c'est moi et mon mari, parce que vraiment, sans ce centre, je ne sais pas où je serais. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a tellement de choses. Alors, il y a des groupes de parole, bien sûr. Alors, il y a groupe de parole femmes, groupe de parole hommes, groupe de parole mixte. On voit qu'on a les mêmes soucis, les mêmes attitudes. Et puis, il y a des séminaires, il y a une salle de cinéma dans ce centre où on fait des séminaires sur la maladie alcoolique avec des films relatant l'alcool ou des films grand public pour distraire le soir. Enfin, en tout cas, on voit vous avez votre enthousiasme quand vous en parlez, parce que vous le dites, c'est ce qui vous a sauvé. Ça montre aussi à quel point, dans la prise en charge comme ça de maladies aussi psychiques, il est important de s'inscrire dans la durée. Or, quand on voit actuellement l'état de la psychiatrie de plus en plus, ou même des patients qui ont des pathologies très lourdes, malheureusement, les hospitalisations se réduisent comme peau de chagrin parce qu'il n'y a plus de budget. Donc, ça veut dire que c'est vrai que ça a un coût. Évidemment que ça a un coût, mais on s'y retrouve sur du long terme, parce que les gens qui rechutent, ça a aussi un coût énorme pour la société, pour la sécurité sociale. Donc c'est vrai qu'au final, on ne peut soigner que en s'inscrivant dans la durée. C'est ce que moi aussi je retiens de tout ça. Merci en tout cas pour ce message d'espoir, parce que là on va devoir s'arrêter, c'est l'heure du journal. Et je me dis que pour beaucoup de familles qui nous écoutent et qui sont dans la difficulté avec cette maladie-là, ça peut beaucoup les aider, les encourager. Merci infiniment d'en avoir parlé. Au revoir. Je vous envoie la plaquette. Bien sûr, avec plaisir. On voit ça hors antenne, d'accord ? De votre émission, vous pouvez continuer à appeler le 39 21 si vous ressentez le besoin de me parler, ou si vous souhaitez rebondir sur un témoignage que vous avez entendu. N'hésitez pas à le faire. 39 21, vos mails sur le site europe1.fr, ainsi que vos messages qui me parviennent par SMS au 7 39 21. Et c'est Laurence qui est avec nous. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très contente de vous avoir. Bon, mais moi aussi. Surtout que je sais que vous traversez, vous êtes un peu angoissée en ce moment. Oui, je suis très angoissée. Oui. J'ai un moment difficile à passer parce que j'ai adopté un chien il y a 6 ans à la SPA, et on m'a dit à l'époque qu'il avait à peu près 7 ans d'après sa dentition, parce qu'il avait été ramassé par la fourrière et il était ni pucé ni tatoué. Donc il aurait 13 ans à peu près, au minimum. Mais à mon avis, et à l'avis des vétérinaires qui le suivent actuellement, il a plus que ça. Et alors, il a comme la diarrhée, quoi. Et il fait tout dans la nuit dans l'appartement. Alors, des fois, je passe des nuits blanches pour pas nettoyer derrière. Et puis. Mais vous avez vu pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez vu avec le vétérinaire pourquoi? On a fait une prise de sang. Pardonnez-moi, Laurent, est-ce que vous pouvez un peu parler peut-être un peu moins près de votre téléphone, parce que ça crachote un peu. Désolée, hein, mais voilà, pour qu'on s'entende bien. Oui, et qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que c'est pas juste un problème ponctuel. Pourquoi il a ce problème-là?
On ne sait pas le pourquoi. Enfin, pardon. On a fait une prise de sang et il manquait de protéines et ils en ont déduit à l'école de vétérinaire à Nantes où était transmise la prise de sang qu'il avait une maladie qui s'appelle la lymphatose, quelque chose. Il peut avoir c'est une tumeur aux intestins ou une gastrite ou une colique. Bon, alors déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Il faut voir un peu ce qu'il en est, parce qu'une gastrite, une colite ou une tumeur aux intestins, enfin, vous voyez, on n'est pas dans... Ils vont explorer un petit peu pour voir ce qu'il en est. Il faut savoir déjà ce qui se passe. J'avais un mois d'intervalle, j'avais une seconde prise de sang qui m'était d'ailleurs offerte par le laboratoire et ils ne veulent pas la faire parce qu'ils jugent que c'est plus nécessaire, quoi. Parce que la chienne, elle a eu des soins depuis. En plus, comme je suis adulte handicapée, je n'ai pas beaucoup de ressources. Alors, j'avais laissé 400 € en 3 mois chez le vétérinaire, alors sans savoir ce qu'elle avait et sans la guérir. Alors, du coup, là, ils m'ont fait les soins gratuitement. Oui. Juste le médicament à payer, quoi. Et on arrive au terme, quoi. Mercredi, on arrivera au terme et mercredi, pourquoi mercredi? C'est pourquoi ils doivent vous revoir pour un contrôle mercredi? Oui, mais même demain, j'y vais 2 fois par jour. Mais c'est-à-dire que oui, ils se disent c'est parce qu'elle est arrivée au bout de sa vie, c'est ça? Voilà, il y a quelque chose ça, et que oui, donc. Ils pensent qu'elle ne guérira pas maintenant. Est-ce qu'ils peuvent la soulager un peu au moins? Parce que c'est ça. Voilà, bon, mais ça c'est important déjà. Alors, elle avait failli être euthanasiée il y a 10 jours avant qu'on ait cette discussion avec le vétérinaire et qui décide de refaire le traitement correctement pendant 15 jours pour voir s'il y avait quelque chose. Mais alors là, mon sang n'a fait qu'un tour et puis je pleurais dans la voiture, j'avais plus ma chienne et puis j'ai retéléphoné dans l'après-midi et je leur ai demandé, excusez-moi, mais il n'y a pas moyen de faire autre chose, d'essayer de la guérir. Et c'est là qu'ils ont décidé de baigner. Ils ont décidé de vous dire que non, c'était effectivement, il n'y avait pas possibilité de la guérir, mais en tout cas peut-être de faire en sorte qu'elle ne souffre pas. Oui, mais oui, elle a des médicaments, non, mais pour qu'elle ne souffre pas, quand elle va partir, on va lui faire une piqûre d'euthanasie. Non, mais d'accord, parce que c'est ce qui est prévu. Oui. Et moi, je me suis renseignée parce que le vétérinaire m'a dit qu'il avait connaissance avec sa femme qui était vétérinaire d'un éleveur de beagle, parce que c'est un beagle, c'est un chien de chasse et j'aime beaucoup cette race. Oui, c'est vrai que ce sont des chiens merveilleux et en plus ils sont très solides. Ils sont très solides, ils sont très très gentils. Et puis très gentils. Bah oui, malheureusement d'ailleurs c'est souvent ils ont tellement peu d'agressivité que c'est souvent eux qu'on utilise dans les laboratoires. Vous savez que je l'ai jamais entendu aboyer. Mais non, il paraît. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est des chiens très, très calmes, très gentils, très dociles. Ouais. En plus, elle comprend tout. Alors cet après-midi. Vous lui avez, elle a eu c'était une petite chienne que vous avez recueillie à la SPA et vous lui avez offert de très très belles années là. Ah oui, parce que de toute façon, si je l'avais pas adoptée, elle allait être euthanasiée à la SPA aussi. Hein. Vu son âge, elle allait pas faire long feu à la SPA. Oui, donc vous lui, voyez, elle a, auprès de vous, elle a vécu de très beaux moments, de très belles années. L'important, c'est qu'elle ne, malheureusement, étant donné son âge, étant donné que ils disent qu'ils ne peuvent pas la guérir, c'est vrai qu'après. Il y a quelque chose et c'est très angoissant de voir son animal souffrir et de se dire qu'on ne peut pas, qu'on peut rien faire finalement, qu'il y a quelque chose d'irréversible. C'est insupportable. Oui, ce soir j'en pouvais plus, j'étais angoissée. Alors je me suis arrêtée de fumer et puis je prenais des substituts nicotiniques et puis j'avais quand même la cigarette électronique que j'aime moins. J'ai pas pu m'empêcher de prendre la cigarette électronique parce que j'avais trop d'angoisse. Oui, mais c'est pas grave ça. Vous avez raison, il vaut mieux prendre votre cigarette électronique que d'être hyper angoissé. Cette situation vous stresse beaucoup, vous angoisse. Non, mais comme j'ai un passé douloureux,
j'ai peur de me retrouver un peu à l'hôpital psychiatrique si je la perds, quoi, de mal réagir. Mais pourtant, je lui ai apporté que des bonnes choses, donc je me souviendrai peut-être forcément de ces bons moments-là. Et puis j'aurai mes parents pour m'épauler, quoi. Voilà, vous allez faire en sorte d'être entouré. Vos parents vont pouvoir vous accompagner à la clinique. Bah ça, je sais pas. Vous pouvez leur demander, peut-être. En tout cas, de ne pas être seul. Si ça peut vous aider. Je suis seule toute la journée, en fait. J'écoute Europe 1 toute la journée. Je suis seule toute la journée, je peux pas travailler, je suis bipolaire. D'accord, ouais. Mais vos parents, vous me dites qu'ils peuvent vous épauler, donc ça veut dire qu'ils sont proches de vous, géographiquement aussi. Oui, je vais manger chez eux tous les jours. Alors, vous pouvez vous pouvez leur demander de vous accompagner. Pour que vous ne soyez pas seul à la clinique. Puisqu'ils vous entourent, enfin, pourquoi ils ne le feraient pas? Que vous ne soyez pas seul à la clinique. Demandez-leur. Je vais leur demander. Si vous leur demandez, ils sont très présents pour vous, manifestement. Vous savez, Caroline, pour moi, mon chien, c'était tout. Je lui parlais, c'était comme un être humain, pour moi. Oui, mais l'attachement qu'on éprouve pour un animal est pas très différent, mais pas différent de celui qu'on éprouve pour un être humain. Je comprends, bien sûr. Et puis elle partage votre vie, elle est là avec vous au quotidien. Elle est là pour les balades, elle est là pour les câlins, elle est là pour la nourriture. Bien sûr. Non, mais c'est bien sûr que c'est compliqué pour vous. Et c'est pour ça que c'est important aussi que vous soyez entouré. Ça ne veut pas dire que vous allez être hospitalisé, replongé, pas forcément. Vous êtes suivi de toute façon par rapport à votre bipolarité. J'avais été hospitalisée, j'avais une psy et je l'ai vue pendant 5-6 ans. Puis à la fin, elle me demandait à chaque fois alors comment ça va. Puis moi je disais à chaque fois ça va bien, j'avais pas de problème. Donc je lui disais ça va bien. Alors d'un commun accord, on a décidé de plus se voir et de se voir qu'une fois par an. Et comment dire, moi j'avais mon médecin traitant qui prenait le relais, où je pouvais discuter librement avec lui un petit peu plus. La visite durait peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et puis je pouvais discuter avec lui. Et avec lui, ça passait très bien. Malheureusement, il est parti en retraite à la fin du mois de décembre. Et là, j'ai pas trouvé de médecin. J'en ai trouvé un qui est mon médecin référent, mais il me convient pas du tout. En 5 minutes, c'est bâclé et j'ai même pas le temps de lui poser les questions que je veux. C'est déjà bâclé, quoi. Il a qu'une envie, c'est ouvrir sa porte et passer au client suivant. Vous pouvez trouver un autre médecin à ce moment-là, plus à votre écoute. Et puis là, vous me dites vous avez arrêté parce que votre psy vous demandait comment ça allait. Oui, ça se comprend. Mais si en même temps vous ne lui répondiez pas, qu'à ce moment-là vous n'aviez pas envie de lui parler, vous avez bien fait d'arrêter. Mais maintenant, ça serait peut-être important là aussi de trouver quelqu'un. Surtout quand même par rapport à votre maladie, c'est important d'avoir un suivi régulier. Et d'éviter aussi les émotions. Oui. Bon, c'est bien. Et peut-être que si vous pouvez, compte tenu de ce qui se passe, essayer d'avancer un peu le rendez-vous, ou de voir, vous voyez. C'est difficile parce qu'elle est hyper chargée. Elle est hyper chargée. Bon, en tout cas, vous savez que vous allez avoir un rendez-vous avec elle. Donc c'est important aussi de savoir qu'il y a cette perspective-là. Parce que c'est important de ne pas avoir trop de choc émotionnel, et puis d'avoir quand même une régularité, une stabilité, outre le traitement que vous prenez. Surtout que je l'aimais bien en plus. Alors d'autant plus. Il y a un petit message d'Augustine qui dit « Mon chien est également en fin de vie et c'est un véritable déchirement pour moi, je vous comprends. » Et puis il y a Yvan qui dit « Vous lui avez apporté tout votre amour, donc elle partira en paix. » Et c'est l'important, c'est ça, c'est qu'elle sente vous êtes là, votre présence la rassure. Ça, votre présence la rassure, même si elle est pas bien, même s'il y a des moments où, le fait que vous soyez auprès d'elle, que vous puissiez lui parler, la caresser, ça l'apaise. Elle sait que vous lui apportez du réconfort et de la douceur. Donc après, les vétérinaires vont aussi en général, ils savent à quel point, quand on a des animaux, on y est attaché, et donc ils sont aussi très attentifs à dans ce moment délicat qu'est l'euthanasie. En général, ils se montrent très humains et à l'écoute aussi de la personne qui vient avec son animal. C'est important. Et puis, c'est aussi lui permettre de ne pas...
Enfin, si on ne peut plus, voilà, si on ne peut pas apporter de soulagement, si on sait que malheureusement on va vers quelque chose d'irrémédiable, c'est aussi lui permettre de ne pas souffrir. Parce que par exemple, la chienne, il y a peut-être 2 mois, elle faisait 17 kilos, là, elle a fait plus que 13 kilos 6. C'est énorme. Hein. Et puis les médecins savent quand même. Hein. Voilà. Les médecins savent. Donc c'est ce qu'il faut, ce qui est important. Et s'ils peuvent pas la soigner, il vaut mieux que ça soit comme ça. Mais vous, faites-vous entourer et dites à vos parents à ce moment-là que ça vous angoisse, peut-être d'y aller seul et ça pourrait vous réconforter. Peut-être à les convaincre. Bon, pourquoi vous pensez que ils vous comprendraient pas? Je sais pas. Ils savent à quel point elle est importante pour vous. Elle est précieuse pour vous, cette petite chienne. Oui. Bon, alors oui, parlez-en à vos parents. Parlez-en à vos parents. Avec ça, aujourd'hui, j'ai demandé justement s'il y avait un bigle de disponible, mais il n'y en avait pas. Oui, alors un chien remplace pas l'autre non plus. Hein. Il faut il faut faire le deuil de son chien. On remplace pas, vous voyez, c'est pas est-ce qu'il y en a un disponible, donc je le prends, enfin c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire comme ça du jour au lendemain. Attendez, d'abord elle est là. Oui, mais elle est là pour le moment, et vous pouvez effectivement envisager bien sûr d'avoir un autre animal, il s'agit pas d'attendre des lustres, mais si ça peut vous rassurer, de vous dire effectivement, il y a forcément des bigles, où vous pouvez dire à la SPA, dire voilà, la prochaine fois que si malheureusement l'été approche et chaque année on a beau dire et faire des messages de prévention et la SPA a encore fait des campagnes d'affichage qui sont poignantes et chaque été malheureusement on détient le triste record des abandons et on a beau dire et faire alors que même il y a la fondation 30 millions d'amis qui met en ligne les sites où on peut aller avec ses animaux dans des lieux de vacances. Bon, espérons que cette année, peut-être, on va nous faire mentir et qu'il y aura moins d'animaux abandonnés. Mais il y aura forcément, malheureusement, des animaux qui vont être abandonnés cet été et à qui vous pourrez apporter tout votre amour. Vous voyez ? Donc c'est bien que vous anticipiez, ça vous permet déjà de vous réconforter. Et puis vous pouvez appeler régulièrement la SPA pour savoir un peu ce qu'il en est, votre vétérinaire aussi. D'accord. Vraiment. En tout cas, les auditeurs, vous le savez, dans cette émission, il y a beaucoup de gens qui sont très proches comme ça et qui comprennent très bien votre désarroi et votre tristesse. Il y a Margaret qui dit qui dit que c'est effectivement un moment douloureux. Amanda de Corse qui dit je comprends votre angoisse. Faites-lui un câlin de notre part. On a encore le droit de venir sur le lit, vous inquiétez pas. Et il y a quand elle est auprès de vous, ça la rassure certainement. Et puis il y a Laurence de Sète qui est touchée aussi. Et puis elle dit, dites-vous que vous lui avez donné beaucoup d'amour. Oui, je suis quand même un peu triste parce qu'elle fait beaucoup moins de bisous, quoi, la pauvre bête. Oui, mais ça c'est parce qu'elle est pas bien. Mais vous pouvez lui en faire, d'accord, et l'entourer au maximum. Vraiment. Et dites-lui que vous avez offert de très beaux moments et que alors qu'elle était quand vous l'avez rencontrée, elle était quand même dans une situation plutôt délicate. Elle a un petit mot du trublion, évidemment, qui comprend très bien ce que vous vivez et qui dit « Elle a été heureuse avec vous, accompagnez-la du mieux que vous pouvez jusqu'au bout et ne gardez que les bons souvenirs. » Vous allez voir, c'est ce qui aussi reste après. Je vous embrasse. Merci Caroline. Au revoir Laurence. Au revoir. Au revoir. Violaine serait prête à accompagner Laurence à la clinique. Elle dit mais quel département habitez-vous ? Parce que je ou quelqu'un d'autre après tout peut-être pourrait vous accompagner. Qui sait ? Je pense que déjà Laurence peut quand même en parler à ses parents et on peut penser qu'ils vont l'accompagner. Alors on a maintenant Méline qui est avec nous. Bonsoir Méline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. On s'était parlé hier. Vous parliez de la relation avec un homme qui au départ était un client de la banque dans laquelle vous travaillez, qui vous avait tourné autour, essayé de vous embrasser, vous aviez repoussé ses avances, et puis vous vous êtes revus, vous ne travaillez plus dans cette banque, et il continue à vous tourner quand même autour. Simplement aujourd'hui, il est marié. Vous êtes de plus en plus séduit sous le charme de cet homme et vous deviez dîner avec lui ce soir. Oui, c'est ce qu'on a fait. Donc il est venu ce soir à 8h30 et donc il avait une bouteille de champagne.
On a mangé et puis je lui ai dit quand même mes inquiétudes. Pourquoi il me tourne autour alors qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas aller plus loin. Et puis il m'a dit bah oui, mais toi pourquoi tu profites pas moi j'ai envie de toi, tu m'as toujours plu, et pourquoi tu profites pas d'un moment de plaisir. Il me dit je te dis pas que je vais me marier avec toi, que je vais divorcer pour toi, je te dis que j'ai envie de passer un moment avec toi. Donc on a mangé et puis j'ai bu 2 coupes, je me sentais bien. Il me dit je sens bien que tu as un blocage. Je lui ai dit oui, je suis un blocage. Je lui ai expliqué un peu mon histoire et puis à un moment donné je me disais que qu'il me plaisait, mais que ma tête disait non, quoi. Votre tête disait non, mais votre corps disait oui. Voilà. Voilà, c'était exactement ça. Alors je lui ai dit écoute, je crois qu'il vaut mieux que tu repartes. Donc il me dit écoute, il n'y a aucun problème, si tu veux, je m'en vais, j'ai passé un bon moment avec toi et je m'en vais. Et puis quand je l'ai vu prendre son casque, je me suis dit mais t'es bête, finalement, t'es bête quoi. Et finalement, c'est moi qui lui ai demandé de rester. D'accord, et vous venez de vous quitter alors là, si je comprends bien. Vous vous sentez un peu guillerette, un peu... Oui. Bon, ça n'a pas été ça n'a pas été le père rouge, c'est la première fois. J'espère qu'il écoute pas, mais peut-être pourquoi en même temps, c'est pas évident de s'accorder comme ça dans un premier temps. Vous voyez, c'est pas magique forcément la première fois. Vous étiez peut-être un peu aussi un peu. Alors, vous aviez un peu peur, un peu angoissé, puis vous connaissez pas sur ce plan-là. Voilà. Et puis lui, il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, quand tu m'as dit de repartir, ça m'a un petit peu refroidi. Bah oui. Voilà. Et donc il me dit, tu m'as cassé un peu mon élan. Donc l'élan a eu du mal à revenir. Voilà. Oui. Mais bon, je lui en veux pas parce que j'ai passé un bon moment. Il m'a dit qu'il reviendrait. Qu'il reviendrait. Bon, je vais essayer de pas m'attacher à lui parce que je sais que j'ai rien à espérer. Mais j'ai passé un bon moment. Voilà. Bon. Alors vous avez un mail, ça vous a, pardon ? Ça m'a débloqué, je pense, un petit peu. Alors justement, ça me fait penser, et je l'ai eu en fin d'émission, il y avait une auditrice qui est une fidèle de l'émission, Ninon, qui avait envoyé un mail hier pour dire que elle partageait pas l'avis qui était un peu général à ce moment-là, dire faites attention, cet homme quand même, même s'il est sincère, il est marié. Vous nous aviez parlé de vos peurs aussi hier. Bon, et Ninon, elle avait un point de vue différent et disait que dans la mesure où vous aviez mis votre féminité complètement entre parenthèses, plus de vie affective, plus de vie sexuelle depuis plusieurs années, qu'après tout, c'était peut-être l'occasion pour vous de vous redécouvrir sur ce plan-là, de vous sentir à nouveau exister, de redécouvrir une sensualité, même si c'était pas effectivement l'homme avec qui vous pourriez faire un bout de chemin, mais que ça pouvait pour vous être une étape aussi importante, à condition oui. Je pense ce qui me plaît intérieurement quand même, c'est le fait qu'il soit jeune, plus jeune que moi. Oui, c'est gratifiant. C'est gratifiant, surtout que vous parliez de vos rondeurs, vous étiez complexé, Voilà. Alors cet homme vous désire, vous lui plaisez depuis longtemps. Et j'ai senti que non, il n'y avait pas, il me dit, tu vois qu'il n'y a pas de... il me dit, je te vois, je sais que t'es ronde, puis oui, mais vous lui plaisez, il vous voit pas comme vous voyez, vous focalisez sur vos rondeurs, lui, il est, et depuis longtemps vous lui plaisez, parce que c'est quand même une histoire qui dure depuis 15 ans. À ce moment-là, il n'était pas marié d'ailleurs quand il vous avait fait ses avances. Non. Il m'a dit j'ai toujours été attirée par toi, voilà. Et je pense qu'il est sincère. Mais peut-être que c'est aussi que ça a contribué, outre le fait que c'était un peu la douche froide. Il avait pris son casque, il était déjà sur le départ et vous l'avez rattrapé. Donc lui, il était plus du tout dans cet état d'esprit. Et puis il pouvait être aussi, un peu impressionné parce que il vous désire depuis très longtemps. Il a parfois quand on touche au but, si je puis dire, on peut perdre ses moyens.
Mais je trouve que, alors après, il m'a dit que pour lui c'était bien, même s'il reconnaît qu'il n'a pas pu, voilà. Mais j'ai senti je pense qu'il était sincère, et je pense que je le reverrai. Alors après, à moi de ne pas m'attacher, parce que les choses sont claires. Il viendra de temps en temps, voilà. C'est peut-être ça qui me fera quand même du bien. Déjà, vous, par rapport à vous-même, ça vous montre que les peurs que vous aviez, c'est complexe aussi par rapport à vous, les peurs peut-être de ne plus séduire, ou les peurs par rapport aux hommes à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Vous avez pu les surmonter dans cette situation. Au fond, voilà. C'est aussi un peu une victoire sur vous-même, là. Voilà, c'est une victoire sur moi-même. Oui, de dépasser vos inhibitions. Donc sur un plan personnel, de toute façon, c'est une réussite. Voilà. Et puis je lui ai dit, peut-être que ça va être une ouverture, peut-être que je vais me sentir moins complexée, moins... Oui. Ça peut vous permettre, comme vous dites, d'avoir davantage confiance en vous, de vous sentir plus séduisante. Voilà. Parce que comme vous dites déjà, cet homme, il vous désire, c'est un homme plus jeune que vous, c'est toujours très gratifiant. Donc ça peut faire que vous allez un peu modifier l'image que vous avez aussi de vous sentir. Puis on est en été, enfin, vous voyez, ça vous réconcilie un peu avec vous-même, peut-être. Oui. Et c'est vrai que depuis que c'est pas grand-chose, mais depuis que je l'ai vu, qu'il m'a invité au restaurant l'autre jour, j'ai déjà maigri. Je sais pas pourquoi. C'est dans la tête. C'est incroyable, hein. Oui. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui. Ça fait des mois que j'essaye, que je fais des efforts. J'y arrive pas. Et là, j'ai perdu plus d'1 kilo. Je me dis. Oui, presque sans effort, au fond, sans trop d'efforts, en tout cas. Voilà. Vous faites des efforts, vous ne perdiez rien. Et là, oui, mais parce que, je sais pas, vous êtes. C'est dans la tête. Oui, il y a beaucoup dans ce. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent bien sûr dans la tête. Hein. Et c'est vrai que tout à l'heure, je me disais non, il faut qu'il parte. Non, je peux pas. Et en même temps, je me disais mais. Oui, vous êtes dit au fond, s'il part, vous allez le regretter. Vous dites une fois de plus, au fond, vous n'osez pas, vous ne foncez pas, vous n'y allez pas. Alors que là, vous êtes plutôt satisfaite, même si c'est pas. De toute façon, on n'est pas dans une performance là, c'est pas ça. Mais de dire au fond, vous avez pu, c'est un cap quoi pour vous. Voilà. Vous avez passé. C'est ce que dit Christelle. Elle dit c'est bon aussi pour votre estime, pour votre ego. Profitez, après tout. Oui, voilà. Après, le tout, c'est de ne pas tomber amoureuse. C'est tout. Savoir que j'ai pas l'intention de. Oui, mais finalement, peut-être aussi cet homme, en le voyant là, le fait que vous fantasmiez sur lui déjà quand même, hein. Vous voyez, vous vous rapprochiez, ça peut presque le sacraliser. Le sacraliser, parce que le désir prend le relais, il se passe rien. Alors que là, peut-être que le fait justement qu'il soit passé quelque chose, vous allez le revoir. Peut-être que au fond, ça va vous permettre de moins l'investir que vous ne le pensiez. C'est pas vous dire que c'est plus quelque chose entre vous et vous aussi. Oui, voilà. Parce que le fait de vous sentir mieux, vous déjà, sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre peau, mieux dans votre tête, vous allez aussi être plus sensible au regard des autres hommes sur vous, parce que vous allez vous sentir aussi vous plus désirable à vos propres yeux. Oui. Donc ça se trouve, c'est d'un autre dont vous allez tomber amoureuse, hein, aussi. Peut-être. Ah ben je lui ai dit, c'est possible. Alors il m'a dit, mais tu me garderas toujours une petite place. Je dirais, je sais pas moi, hein, si je tombe vraiment amoureuse, là, ça sera fini. Oui. Hein? Mais vous avez raison, après tout, de vous jouer un peu aussi sur ce registre-là, puisque lui, de son côté, il vous dit. Les choses sont claires. Les choses sont claires, même si dans son couple, ça a l'air un peu compliqué en ce moment, puisque il vous dit que sa femme, elle a un amant, que lui, il s'éloigne sur ce plan-là. Écoutez, vous verrez bien, mais par rapport à vous, on sent que ça vous rend joyeuse, en tout cas. Vous avez une meilleure voix qu'hier. Oui. Oui, vous avez passé une bonne soirée. J'ai dit, il faut que je le dise à Paul, parce qu'il est tellement sympa. il est vraiment génial. Ah oui. Il était content pour vous. Oui, il était content. Et franchement, il est bien. Il est bien. Oui, il a beaucoup d'humour. Il va être en congé. Alors, je lui souhaite de bonnes vacances.
Voilà, c'était alors c'est de Paul dont vous allez tomber amoureuse peut-être. Il est très jeune, hein. Attendez, Alors vous qui aimez les hommes jeunes, il est vraiment très jeune, hein. Je vous dis pour 26 vous. ans, il m'a dit. Oui. Enfin, c'est lui qui me l'a dit. Oui, mais qui sait, vous allez peut-être en rajeunissant, vous allez peut-être, vous voyez, ça. Non, déjà 48, c'est bien. 48, c'est bien. Bon. Voilà. Il m'a dit aussi que il était étonné parce qu'il pensait que la différence d'âge allait se sentir, et il m'a dit franchement, je suis vachement étonnée, mais non, il n'y a pas de différence. Moi non, bien sûr que non. Non, mais surtout que cet homme craquait pour vous depuis longtemps déjà. Hein. Voilà. Bon, c'est fait. Bon, c'est une bonne chose de faite. Allez. Voilà. Non, mais on voit bien, c'est bien. Vous prenez pas la tête, vous êtes contente de vous, vous avez passé un moment. Vous avez, comme on dit, le vélo, ça s'oublie pas. Ma grand-mère. Et puis, c'est vrai que je suis pas une fille quand même très facile. Ah non. Non, Donc, ça n'enlève rien. Voilà. Bien sûr, on a bien compris. Vous n'êtes pas une fille facile, mais ce soir, la nuit était chaude, elle était belle, et voilà. Vous vous êtes laissé tenter, et vous avez bien fait. Je me suis laissé tenter. Allez, ça promet un bel été pour vous, je pense. Vous me rappellerez à la rentrée, j'espère, avec plein de belles rencontres. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Au revoir. Bonsoir, Daniel. Non, c'est pas Daniel. C'est Christian. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis votre émission depuis une bonne dizaine d'années déjà. Et donc je n'ai jamais osé, j'écoutais un petit peu les histoires des gens, je me disais, mon Dieu, ce n'est jamais simple de parler à la radio, de parler comme ça directement de choses souvent très intimes. Et donc là... comme je suis confronté depuis un petit moment à une situation un petit peu délicate, je me suis dit, tiens, je vais prendre mon téléphone, on verra, c'est peut-être trop tard, et puis voilà que je passe aussitôt que j'ai appelé, après avoir été très bien accueilli au standard. Voilà, donc... vous êtes toujours bien accueillis, vous savez. Oui, Jeanne et Paul sont là pour vous rassurer, il n'y a pas de souci. C'est très vrai, parce qu'on arrive avec une appréhension, on est... même si on est habitué à parler en public ou dans sa profession, c'est pas du tout pareil au téléphone et à la radio. C'est pas du tout pareil. Enfin bref. Allez, on se jette à l'eau là et on y va alors. On se jette à l'eau. Donc j'ai 58 ans, j'habite Paris. Voilà, je suis avocat. Enfin bon, voilà. Il se trouve que depuis toujours, je suis homosexuel, je suis toujours sorti très facilement dans le milieu homosexuel parisien, je me suis beaucoup amusé, j'ai plein d'amis, et je vivais les choses d'une manière normalisée, les choses se passaient gentiment, et récemment, un problème s'est posé dans mon cœur, dans ma tête, à propos d'une amie qui a un fils que j'ai vu naître, que j'ai vu grandir. Je suis proche d'eux parce que cette femme a élevé seule son fils. Et son fils a maintenant 18 ans. J'en ai 58. Et je m'aperçois que, il me connaît, il connaît mes mœurs, tout ça est très loyal et très simple, très simplement vécu et dit. J'ai souvent l'occasion de fréquenter cet amie pour diverses raisons. Je suis comme un frère pour elle. Et donc, bien sûr, son fils est là, me fait la fête, il m'aime beaucoup, il est très attaché à moi. C'est le jeune homme très optimiste, plein de vie. Il est hétéro, il est complètement hétéro. Voilà, le garçon qui plaît beaucoup aux filles de son âge, avec des cheveux épais bouclés, une allure toujours primesautière. Enfin voilà, ce côté un peu désinvolte et toujours souriant. Et je m'aperçois maintenant que je vais devoir de moi-même, m'auto-censurer parce que personne ne m'a rien demandé, mais quand je ne suis plus avec eux, c'est-à-dire avec cette femme et avec son fils, je souffre alors que je ne souffrais pas avant. Il y a une espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce de descente comme ça. Je suis mal physiquement. Et qu'est-ce qui vous fait souffrir ?
L'absence de ce garçon. Le fait que j'ai été pendant une demi-heure, 1 heure ou 2 heures ou une après-midi dans l'euphorie de sa présence, de sa bonne humeur, d'un copinage bien sûr intergénérationnel ou cinéma ou Dieu sait quoi, et que après je suis très mal. J'ai la gorge serrée, j'ai des idées noires, je suis pas bien, je perds mes moyens et professionnellement ça s'en ressent. Même après, dans la semaine. Mais c'est récent, ça, puisque vous dites que c'est un garçon que vous avez toujours connu dans votre vie, vous l'avez vu naître, et c'est depuis quelque temps que vous ressentez ça quand vous êtes en sa présence et qu'après vous ne le voyez plus. Voilà, c'est-à-dire que quand il était tout petit, on était dans le registre petit enfant, voilà, c'était bon. Il a grandi, il est devenu adolescent, intelligent, astucieux. Il se trouve qu'un jour, je ne sais pas s'il avait 15 ou 16 ans, le sujet, en présence de sa maman, le sujet de mon homosexualité est venu, on en a parlé, ça l'a intéressé, et puis j'ai commencé à avoir un intérêt intellectuel pour ce garçon, et puis je me suis auto-réfréné en me disant attendons qu'il soit majeur, après on... Mais oui, mais alors parlons clair là, parce que attendons qu'il soit majeur, c'est pas seulement un intérêt intellectuel. Alors justement, et c'est ce que vous êtes en train de sous-entendre, c'est qu'au fond vous ressentez du désir pour lui. De l'amour. De l'amour, oui, mais quelle forme d'amour? Oui. Quelle forme d'amour? C'est que c'est de plus en plus flou dans ma tête. De l'amour amoureux, sans doute. Enfin, sans doute, parce que ça n'est pas aussi clair que ça dans ma tête. Et en tout cas, je ne le... Oui, enfin, en tout cas, ça vous angoisse, finalement. Oui, parce que ça devient handicapant. Je me demande si je ne dois pas arriver à ce point, me dire, mais au fond, il faudrait... en expliquant les choses simplement à cet ami, il faudrait couper les ponts totalement, s'éloigner. Mais qu'est-ce que vous envisageriez de dire à votre ami, c'est-à-dire à la mère de ce jeune homme? Lui expliquer comment mon sentiment a évolué et comment je me suis pris à mon propre piège, je ne sais pas. Oui, alors écoutez, moi je vous mettrai en garde, non, parce que ça vous concerne vous, et c'est votre ami, mais c'est la mère de ce jeune homme. Oui. Donc c'est quand même pas n'importe quelle révélation que vous vous apprêteriez à lui faire en disant qu'en gros son fils, vous ne le voyez plus comme ce fils, presque quelque chose un peu d'un lien familial, mais comme un jeune homme désirable. Vous voyez, c'est quand même très perturbant d'aller dire ça, votre ami. Enfin, elle, vous parlez à sa mère. Vous dites vous-même, d'ailleurs, quand vous avez présenté les liens, en parlant de votre ami, vous dites « je suis comme un frère pour elle ». Oui, oui. Vous dites effectivement ce jeune homme, vous l'avez vu naître, vous l'avez vu enfant, donc il y a comme quelque chose d'un peu familial, enfin comme si vous étiez une image paternelle pour lui, d'autant qu'elle a élevé seule, d'oncle, bon. Et là finalement, alors que vous n'y pouvez rien contre ces sentiments que vous éprouvez, les choses ont évolué, vous n'y pouvez rien. Mais pour autant, allez vous confier à elle parce que c'est une amie, et c'est vrai qu'à une amie on peut confier en principe ses états d'âme et ce que l'on ressent, si ce n'est que là ça porte sur son fils. Oui. Donc elle est votre amie, mais elle est aussi la mère de ce jeune homme. Il y a quelque chose de très dérangeant. Oui, c'est sûr. Donc que vous éprouviez le besoin d'en parler et m'appeler pour en parler, peut-être, je comprends, parce que vous êtes dérangé, perturbé par ça. Mais je ne suis pas certaine, moi je vous mettrai un peu en garde, je suis pas certaine que ça soit la meilleure des choses. Ou alors, ce que vous entendez, ce que peut-être inconsciemment, c'est que ça provoque une réaction vive de la part de votre amie et qui, elle, mettrait un terme ou qui ferait en sorte de mettre de la distance, que vous n'arrivez pas à mettre, vous.
Oui, que je n'arrive pas à mettre, parce qu'il y a toute une histoire. Il y a 18 années passées depuis la naissance de cet enfant, avec tout un tas de petits événements sympathiques, les Noëls, les trucs, tout ça. Et puis le fait que ça prenne cette tournure, parce que ça fait je ne sais pas, 2-3 ans, qu'on a abordé le sujet. Non, mais aborder le sujet de votre homosexualité ? Oui. Oui, mais enfin, d'accord, vous l'avez abordé, mais... Du coup, il sait. Oui, mais il sait, mais ça veut pas dire qu'il vous voit comme un homme qui voyez, sûr. comme... D'abord, vous vous rendez compte de la différence de génération ? Oula. Vous pouvez être un père pour lui. Oui. Même plus qu'un père, presque un grand-père. Donc, qu'il soit adolescent, intéressé, enfin, cette question de sexualité, d'homosexualité, oui. Mais après que vous vous présentiez, vous sexuez par rapport à lui, c'est autre chose. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire on change complètement de registre. Là où je ne sais pas après comment ce garçon lui vous a investi, mais il peut vous investir comme quelqu'un qui est proche de sa mère, qui a toujours fait partie de sa vie, comme en tout cas pas comme vous êtes en train de l'investir. Oui, et à mon corps défendant, ça ne veut pas dire. Non, mais j'entends bien. J'entends bien. Vous n'avez pas. Je le ressens. Mais est-ce que c'est pas sa jeunesse aussi, son côté justement, la gaieté qu'il apporte, le fait que sa présence, enfin, qui vous plonge aussi dans quelque chose un peu de cette légèreté au fond que vous percevez chez lui, qui vous plaît, qui vous attire beaucoup aussi. La légèreté. Tout à fait, Caroline. Il y a cette énergie qui fait que on est dans l'euphorie, le bruit, la vie. Ça court dans tous les sens. Et puis après, boum, le silence. Quand moi je m'en vais, le silence, le mien, mon silence, quand je rentre dans mon appartement. Et ça, dans le temps, ça ne me faisait ni chaud ni froid parce que j'avais ma vie. Je sortais, j'allais, je venais. C'est ça. Puis maintenant, chaque chose, il y a un temps pour tout, donc je sors beaucoup moins, je sors quasiment pas. Je vois des copains, des amis sur des terrasses de café, donc c'est tout bête. J'ai mes vieux mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas la même, effectivement, exubérance. Il y a pas cet échappatoire de passer à une autre vie. C'est aussi tout ce qu'il incarne, c'est-à-dire ce mouvement, vous voyez, Et c'est ingérable. C'est-à-dire que mon problème, c'est que alors peut-être depuis quelques mois, mais depuis quelques semaines, je suis mal, très mal. Vraiment très mal. Je pense que c'est pour ça que c'est important, du fait déjà par rapport au fait que vous soyez si mal et que ça vous plonge comme ça dans des abîmes, ça vous renvoie aussi à votre vie, quelque part d'une solitude, du temps qui passe aussi. Il y a certainement beaucoup de questions en arrière-plan et je suis pas sûre que du coup votre amie soit la meilleure interlocutrice. Oui. Parce qu'elle est très... Vous parlez pas, c'est pas comme si vous lui parliez d'un jeune homme qui ferait partie de votre entourage en évoquant les sentiments dont vous me parlez. C'est-à-dire qu'à son côté, vous vous sentez vivant finalement, comme si vous transfusiez. Bon, elle pourrait l'entendre parce qu'elle est certainement c'est votre amie, elle peut comprendre. Elle est intelligente. Elle pourrait comprendre. Simplement là, c'est pas de n'importe quel jeune homme dont vous lui parleriez, c'est de son fils. Et du coup, je ne la connais pas, mais enfin c'est aussi la mère. C'est un couple mère-fils vraiment. D'autant plus. Il y a personne d'autre. D'autant plus. Et d'autant plus que derrière cet amour dont vous parlez, je pense qu'il y a quelque chose à creuser qui va peut-être au-delà de ce jeune homme. C'est aussi tout ce qu'il incarne, tout ce qu'il représente. Oui, mais alors, est-ce que c'est pas dangereux que j'entre que je fasse cette introspection en moi-même et que je démonte tout? C'est un peu compliqué. Enfin, je sais pas. Vous démontez que ce que vous voulez bien démonter. Oui, mais j'ai trop peur de je sais pas, peut-être que vous avez peur, je comprends. Peut-être que soit effectivement, la solution qui vous paraîtrait le plus pratique, c'est de vous éloigner, de moins voir ce jeune homme. C'est une protection. Oui.
C'est une protection. Une grande douleur, mais peut-être. Oui, mais peut-être en tout cas un mal nécessaire pour le moment. Oui, bon. oui. Mais vous allez bien voir. Si en le voyant moins, en estompant les rendez-vous, vous allez vous sentir mieux, ou si cette douleur, au fond, ce côté un peu sombre, cette angoisse, est toujours là. Oui. Et je pense que là, du coup, ce jeune homme cristallise des choses plus complexes et où, pour le coup, je pense que oui, ça mériterait un peu d'introspection. Ça ne veut pas dire que vous allez remettre tout en cause de vous, mais que c'est peut-être un moment de votre vie que vous traversez. Alors, j'entendais souvent dans vos émissions que vous conseillez aux gens d'essayer de parler à quelqu'un, à un professionnel. Oui, un professionnel. Je me demandais si ça serait pas très 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 délicat d'aller voir une personne comme ça, un homme ou une femme, et d'exposer ce genre de problème. Enfin, je sais pas, j'ai un peu. Ça serait beaucoup moins délicat que de l'exposer à votre amie. Oui. Parce que votre amie, elle est directement impliquée. Oui. Ce que vous risquez, c'est effectivement d'avoir et de perdre et ce jeune homme et votre amie, et en plus d'être dans une confusion des sentiments. Ben oui. Parce que finalement, dans cet amour, c'est quoi? Amour de vous-même, que représente ce jeune homme? Un double de vous-même plus jeune. Enfin, il y a quelque chose ici qui peut avoir à voir avec du narcissisme. Enfin, il y a quelque chose peut-être qui va bien au-delà de ce jeune homme. Et où vous pourriez mettre à mal, après tout, on ne sait pas, une amitié de très longtemps, de longues années. Là où si vous parlez à un professionnel, lui, le professionnel, il est là pour vous accompagner dans votre cheminement, dans vos évolutions, dans vos états d'âme, et pas là pour émettre un jugement quelconque, mais pour vous accompagner, pour vous permettre de justement décanter, d'explorer, de voir ce qui est en jeu. Mais il n'y a pas une implication affective comme le fait d'en parler avec votre ami. Oui, ça c'est trop radical. Oui. Peut-être que dans un premier temps. Et c'est peut-être au fond ce que vous, inconsciemment ce que vous cherchiez, comme si qu'elle mette une rupture que vous n'êtes pas à même de mettre. Mais je vous déconseille de le faire. Hein. Oui. Je pense que ça serait. Tant mieux. Je préfère ne pas le faire. Parler, mais ça serait pas c'est pas la personne la plus appropriée. Donc, dans un premier temps, j'irai plutôt vers un psy. Si vous constatez qu'effectivement, ça perdure, et qu'est-ce qui vous plonge dans cet abîme comme ça de questionnement, d'angoisse? Je pense ça va au-delà. Il y a quelque chose d'autre derrière. Oui. C'est ce qu'on découvre en thérapie, d'ailleurs. C'est parfois c'est que on vient avec un problème précis, on croit que tout tourne autour de ça, de cette personne ou de cette situation, et puis que c'est comme un millefeuille. Vous voyez, c'est des couches comme ça, et puis alors après que vous n'ayez pas envie, mais c'est dommage de rester avec une douleur. Oui, de toute façon, ça en vaut la peine, vu la situation, vu comme. Oui, plutôt que de mettre à mal votre relation amicale. Je pense. Merci de ce conseil, parce qu'effectivement, je préfère cette solution plutôt que de perdre cet ami qui est. Ça peut être un risque, donc je pense que ça serait dommage. Oui, mais alors voilà. Donc allez parler, si vous ressentez, si ça continuait, d'aller en parler en lieu neutre, d'accord ? Se tenir et tout ça. Enfin, vous verrez. On verra. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Caroline, parce que je ne pensais pas, en appelant aussi tard, que mon appel serait pris. Ah mais si, jusqu'à 1h, on est là. Et j'ai vraiment été très très gentiment reçu. Ça m'a, parce que j'étais. Mais c'est bien de le dire. Ils vous reçoivent toujours très gentiment. Merci en tout cas de votre confiance. Au revoir, Christian. Bonne soirée. One Republic, Love Runs Out. Belle nuit à vous. Passez un très bon week-end. Reposez-vous bien. Demain, donc, vous retrouvez Sophie à partir de minuit s'il n'y a pas de prolongation. Et moi, je vous dis à dimanche. Je vous embrasse.